faut vivre ses rêves. Il faut pas rêver de sa vie, tu vois. C'est pas bien. Non, si tu as des objectifs, faut le faire. Si moi je l'ai fait, pourquoi toi tu vas pas le faire? Il y a plein de jeunes qui se disent ouais, mais moi j'aimerais bien devenir acteur, mais c'est impossible. Et ben moi, j'ai pensé la même chose que jusqu'au jour où c'est tombé devant moi, j'ai saisi la chance et je me suis dit mais en fait c'est pas impossible. Fine à fou, fine à folle, bienvenue dans BX Drooms, l'émission qui parle de Bruxelles et de ses habitants. Et aujourd'hui, Madrooms m'a emmené à la rencontre d'Aboubaker Ben Saïd. Salut Aboubaker. Salut. Alors, on te connaît comme étant chanteur, on te connaît comme étant acteur puisque tu as tourné dans le film Black, tu as eu un grand succès. Tu as d'ailleurs fait le tour des plateaux télé à l'époque. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce qu'un jeune homme inconnu qui passe de l'ombre à la lumière a fait pour pouvoir gérer justement ce succès? J'avoue que ça a été dur au début parce que d'un coup il y a plein de gens qui viennent me parler, plein de gens qui viennent me féliciter. Je me mets à rencontrer des gens de haute pointure dans le cinéma. Pour moi c'était difficile, tu vois. Et des gens qui me suivent et qui veulent voir ce que je fais, qui s'intéressent à moi. Au début j'avoue c'était dur, mais après je me suis habitué, puisqu'il fallait bien s'y habituer. Et puis grâce à ma famille et mes amis qui étaient là pour me redescendre sur terre si jamais je m'envolais un petit peu. Donc c'est ça qui m'a permis de gérer un peu le succès. Est-ce que le regard des gens n'a pas changé justement vis-à-vis de toi quand tu allais, on va dire, encore à l'école, puisque tu allais encore à l'école, ou dans de la rue, dans ton quartier, ou même face aux inconnus? Bien sûr que le regard a changé. Face aux inconnus, j'étais devenu quelqu'un de... Waouh, déjà les gens ils ont su que je savais jouer. J'ai pu mettre un de mes talents à l'écran, donc les gens ils se sont intéressés à mon jeu, ils ont vu que ouais, je jouais bien. J'ai ramené pas mal de choses au quartier, donc les gens me respectaient aussi au quartier, étant donné que je suis quelqu'un qui respecte tout le monde, donc ils me respectent aussi à moi. Et à l'école, ouais, à l'école j'étais en 5e secondaire et il y avait les petites premières secondaires, 2e secondaire qui étaient waouh, il y a Bakr dans notre école, tu vois, donc pour moi c'était bizarre, tu vois, alors que je suis resté 7 ans dans cette école. Tu dis que tu as pu jouer justement, tu as pu mettre en avant ton rôle d'acteur, ton jeu d'acteur. Est-ce que toi, tu savais que tu avais justement ce talent pour pouvoir jouer des films? Je savais pas que j'avais ce talent de jouer, mais j'ai toujours aimé ça. Jouer, j'ai toujours aimé ça, mais je pensais pas avoir une chance un jour. Et puis quand la chance elle est arrivée, je l'ai saisie et j'ai travaillé. Est-ce que tu comptais par exemple t'inscrire pour pouvoir prendre des cours ou réaliser quelque chose de ton côté pour pouvoir te faire connaître? Ben, je m'étais inscrit dans certains sites de casting, mais ils proposaient que de la figuration. J'en ai fait une fois, et puis j'ai vu que c'était pas pour moi. Moi, j'aimais pas la figuration. Moi, je voulais être devant la caméra. D'ailleurs, depuis ce film Black, tu as joué aussi dans la série Flamande Teus. Tu as aussi joué dans la pièce de théâtre Mort d'Ahmed. Toujours les mêmes choses, les mêmes voisins, la même routine. Bruxelles, c'est mort, mais bordel, qu'est-ce que je l'aime. Mais tu t'es surtout concentré sur ta musique. Est-ce que pour toi, ce film Black t'a permis justement de te lancer dans cette musique? Bon, on sait que tu chantes depuis 2009, c'est bien ça? C'est bien ça. Est-ce que pour toi, grâce à ce film Black, tu as pu justement te mettre en avant dans le domaine musical? Bien évidemment, on va pas se voiler la face, hein. Bien sûr, parce que quand les gens ont découvert mon jeu dans Black, ils se sont intéressés à la personne. Quand ils se sont intéressés à la personne, ils ont vu que la personne faisait de la musique. Il y en a, ils ont accroché, il y en a, ils n'ont pas accroché. Et puis, ceux qui ont accroché, ben, ils m'ont fait connaître et grâce à eux, j'ai fait des millions de vues et voilà. Donc, c'est en partie grâce à Black aussi. Mais du coup, c'est vrai que Black t'a permis de te lancer donc dans le domaine musical, comme tu le dis. Mais est-ce que c'est pas encore plus difficile de devoir confirmer et de devoir avoir son public et de le garder? En fait, c'est dur, mais il faut être intelligent. C'est-à-dire qu'il faut faire les choses bien. Il faut savoir communiquer, il faut savoir parler avec son public et il faut leur vendre des bons produits. C'est ce que je veux dire. Il faut faire de la bonne musique et il n'y a qu'avec de la bonne musique les gens vont accrocher. Si tu fais de la merde, ils vont pas accrocher. Est-ce que dans la musique que tu fais par exemple, est-ce que tu te reconnais ou alors est-ce que comme tu dis, tu veux faire vendre seulement? J'ai des titres, j'ai plusieurs genres de titres. J'ai des titres où je rappe pour du vrai parce que moi j'aime beaucoup le rap. J'ai commencé en rappant. Et après, malheureusement, les gens ils sont arrivés dans une phase où ils veulent plus trop écouter de morale. Ils veulent plus trop écouter du rap. Ils veulent un peu du dansant. On leur donne alors. Si on sait le faire, pourquoi pas?
on le fait bien aussi. En fait, ce que tu dis, c'est que tu as suivi aussi un mouvement qui a été créé, on va dire, au fil des années. Bien évidemment. Et donc, tu as suivi, on va dire, le rap game d'aujourd'hui, en fait. Bien évidemment, il faut suivre. Sinon, après, tu passes dans les oublis. Et est-ce que tu penses que, par exemple, le rap de nos aînés, donc le rap des années 90, le rap des années 2000, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il ne passerait plus du tout? Pas comme avant, en tout cas. Tu me vexes là, parce que je suis quand même un grand écouteur du rap des années 90. J'écoute aussi moi-même du rap à l'ancienne, mais malheureusement, les gens, ils veulent plus écouter de morale, ils veulent plus écouter du rap à l'ancienne, ils veulent plus écouter ce genre de beats. Ils veulent des beats dansants, ils veulent des textes faciles. Malheureusement, on est arrivé dans cette ère-là. Et comment est-ce que tu penses que, ou plutôt tu crois que qu'on est arrivé dans cette ère-là, comme tu dis? Est-ce que tu crois que c'est en s'imprégnant de ce qui s'est passé aux États-Unis et que les gens veulent faire à peu près la même chose? Toujours. On est toujours un peu... Nous, à Bruxelles, on est un peu inspiré. On regarde beaucoup Paris et le rap de Paris. Et les Parisiens regardent beaucoup les Américains. Donc, en vrai, nous, on suit. On suit ce qui se passe, on suit les tendances. C'est ça le problème. Et tu penses que sans vouloir suivre les tendances, mais faire quelque chose qui serait différent, ne marcherait pas aujourd'hui alors? Ça dépend. Ça De dépend de la manière dont tu ramènes cette différence. la communication, peut-être, comme tu disais. Pour moi, ceux qui ont ramené un vrai truc et qui ont réussi, c'est PNL. Je négocie le tarot, tes rappeurs c'est tous des tapins. Ils se passent tous la pommade. Toute ma vie je la ramène dans les ténèbres. Je me réveille, j'ai cette haine qui me pénètre. Un autre monde. Ils sont venus avec un tout autre délire et ça a marché. Alors que quand tu vois, t'as 50% de chance, frérot, que ça marche ou que ça marche pas. Eux, ils ont pété, ils ont fait une bonne communication et ça a marché. Comme quoi, tu peux venir avec des nouveaux styles, mais il faut être intelligent. Et tu penses que toi, est-ce que tu penses avoir trouvé ton style ou alors est-ce que tu penses que tu dois encore le rechercher? On le recherche encore un peu. On le recherche. C'est pas tout à fait fini alors? Non, pas tout à fait fini. Là, je viens de balancer un album avec 22 titres. Ouais. Et il y a des sons là, quand on regarde, on se dit, celui-là, il a un peu, les gens, ils préfèrent celui-là que celui-là, ou bien les gens, ils aiment pas ça, et puis on fait notre idée de ce qu'on va construire. Tu vois. Est-ce que tu penses aussi que, par exemple, le rap, vu que maintenant tu es vraiment imprégné dedans, est-ce que tu penses pas aussi que c'est aussi une manière d'être et une manière de vivre? Quand on voit par exemple Booba et Karis qui en sont venus en main et qui veulent encore en venir aux mains, est-ce que tu penses que pour pouvoir plaire au public, il faut aussi se donner une certaine image? Malheureusement, on est arrivé encore dans un ère où les gens, tout passe par les réseaux sociaux, tout passe par les moi j'ai, toi t'as pas, mais tu vas voir, moi je vais te frapper. Et les gens, ils aiment ça. Et c'est encore un produit qui fait vendre. Tu penses que toutes ces histoires, en fait, permettent aux rappeurs de pouvoir faire vendre leur musique, sans pour autant, on va dire, je sais pas moi, avoir des musiques de qualité, ou juste parce qu'en fait, ils ont ce style-là? Je sais pas si c'est du fake ou si c'est vraiment la guerre entre eux, mais je pense qu'aussi c'est une manière de communiquer, c'est une manière de vendre. Pour en revenir un peu au reste de ta carrière, donc que ce soit, on va dire, le cinéma, la musique et le théâtre, ils t'ont tous permis d'avoir une certaine notoriété. Est-ce que toi, en tant que jeune belge, bruxellois et molenbeekois, est-ce que tu essaies justement d'inspirer les autres et de devenir un modèle pour eux? Bien évidemment. Moi, j'ai plein de gens qui me suivent de mon quartier, des quartiers un peu défavorisés, des quartiers où des jeunes, ils n'ont pas eu de chance. Et des fois, je fais des bêtes trucs, des fois, je vais en tournage et j'essaye de snapper un max et mettre dans ma story pour qu'eux, ils puissent regarder et puissent indirectement être avec moi. Est-ce que tu leur expliques, par exemple, quelles sont les clés du succès? Bien sûr, je le dis toujours dans les snaps, qu'il faut vivre ses rêves. Il ne faut pas rêver de sa vie, tu vois, c'est pas bien. Non, si tu as des objectifs, il faut le faire. Si moi, je l'ai fait, pourquoi toi, tu ne vas pas le faire? Il y a plein de jeunes qui se disent « Ouais, mais moi, j'aimerais bien devenir acteur, mais c'est impossible. » Eh bien, moi, j'ai pensé la même chose qu'eux. Jusqu'au jour où c'est tombé devant moi, j'ai saisi la chance et je me suis dit « Mais en fait, c'est pas impossible. » Parce que, en sachant que je suis un gars de Molenbeek et que mon film a été vu par Will Smith, par Jennifer Lawrence, c'est un truc de fou. J'ai disputé le même prix que François Ambrouille. On a disputé le même prix au Magritte. Je me dis qu'en vérité, tout est possible. Les nominés pour le Magritte du meilleur acteur sont... T'as une nouvelle gonzesse, c'est quoi? Aboubaker Ben Saïd. J'ai envie de faire quelque chose de ma vie. Alors tu vas faire quoi? Dans Black. Je sais pas, peut-être un truc avec des voitures. Toi, tu vas voler des voitures? Non.
Mécanicien, peut-être. Quand tu deviens garagiste? Pourquoi pas? Man, een echte garagist met een overhemd en een pet. Goeiedag, bonjour. Hein? Si on le veut vraiment, tout est possible. Mais si on se dit, j'ai envie de le faire, mais qu'on bouge pas, frère, ça va pas venir tout seul, tu vois. Même après Black, il fallait bouger. Il fallait pas rester reposé sur ses lauriers. Et pour bouger, est-ce que pour toi ça a été justement pour continuer, comme tu dis, à bouger? Et il faut bouger. C'est ça la réussite. Parce qu'on est dans un monde où si tu bouges pas, ou si tu fais pas quelque chose, les gens ils t'oublient vite. Les gens ils t'oublient très très vite. Donc tu dois rester là, au top. Tu dois bouger, tu dois chercher des castings, tu dois faire des nouvelles musiques. C'est comme ça. Il faut pas rester assis et attendre. Ah, j'ai fait un film, trop cool, tout le monde va me contacter. Non, c'est pas vrai. Il faut bouger. Tu crois qu'alors il faut vraiment courir après les autres et peut-être aller voir des producteurs, des réalisateurs et te mettre en avant? Il faut être, ouais, malheureusement, ouais, il faut aller discuter. Après, là, des gens, ils savent qui tu es, ils savent qu'est-ce que tu as fait, mais il faut toujours un peu te vendre. Il y a des gens, quand ils veulent quelque chose, ils vont tout faire pour l'avoir, tu vois. Et frère, si tu fais pas ça et que tu veux malgré tout des choses, tu vas pas réussir. C'est pas possible. Malgré que ton talent, on va dire, soit moindre par rapport à quelqu'un qui a un plus grand talent? Après, le talent, il prime aussi. Hein. Tu penses? Imagine, tu as envie de devenir acteur. Ouais. Tu as la pêche, tu fais tout pour devenir acteur, mais tu sais pas jouer. T'as beau bouger, t'as beau faire ce que tu veux, t'as pas beaucoup de chance, tu vois. Donc c'est un tout. Et alors aux petits jeunes par exemple de Bruxelles et de Molenbeek, tu leur dirais quand même de croire en leur chance et de y aller à fond quoi qu'il arrive? En fait, ce qui frappe chez nos jeunes à nous, c'est que comme ils ont une vision du cinéma où il n'y a pas beaucoup de gens de nos origines, ils se disent c'est pas possible pour nous. Tu vois? Ouais. Alors ils n'ont pas le courage et ils ont pas, je sais pas, ils veulent pas le faire. Alors moi je leur passe le message en leur disant c'est possible. Si moi je l'ai fait, je viens de Molenbeek, je me suis retrouvé devant la scène d'un gros film, c'est possible. Il faut avoir l'envie, la détermination et puis le talent. Et je suis sûr qu'à Bruxelles, frère, il y a beaucoup de talent, énormément. Mais il faut juste se lancer. On va revenir sur ce point justement des origines tout à l'heure. On va d'abord peut-être passer par un autre sujet, on continue de parler de Molenbeek, qui est quand même ta ville natale, ta commune natale. Tu as été élu Molenbeekois de l'année en 2016. Qu'est-ce que ça fait pour une personne d'être élu comme personnalité de l'année? Alors, c'est un de mes plus beaux prix personnels, Ouais. Molenbeekois de l'année. Ah, j'ai vécu toute ma vie, moi, Molenbeek. J'ai vu Molenbeek grandir, j'ai vu Molenbeek changer, j'ai vu Molenbeek tomber dans le noir, j'ai vu se relever. Donc pour moi, c'est un prix super important. C'est comme si, je sais pas comment expliquer ça. Je peux pas expliquer ce prix en fait. C'est quoi, c'est un sentiment qui n'a pas de prix? C'est un sentiment de réussite. Ouais. C'est un sentiment de faire avancer ma commune. Et que les gens s'intéressent à moi et indirectement à ma commune. Et qu'ils voient les choses meilleures. Puisque ma commune, elle n'a pas été dans les... Ouais, bah justement, il faut aussi peut-être remettre en contexte quand on est en 2016. En 2016, on sait très bien qu'il y a eu malheureusement les attentats de Bruxelles. En 2015, il y a eu les attentats de Paris. Bruxelles a été le centre des critiques du monde entier. Est-ce que peut-être pour toi, cette année-là, ça n'a pas été aussi non seulement une joie immense, mais aussi, on va dire, une colère? Une peine terrible, je dirais. Une peine terrible. On a vécu des moments très difficiles chez nous. Très, très sombres, très... Est-ce que toi, t'en as souffert personnellement? Souffert, j'en ai souffert parce que voilà, on a été discriminés, on a été un peu mis de côté. Et voilà, tout le monde parlait de nous. C'est normal que ça me touche. Je viens de là. J'ai beau une fois, deux fois, 6 fois dire non, c'est pas ce qui se passe chez moi. Mais si les gens ne veulent pas changer leur mentalité, laisse-les penser ce qu'ils veulent. Et puis ça nous fait mal à nous, au fond de nous. Et puis c'est eux qui nous poussent à être plus renfermés, tu vois. Est-ce que tu trouves pas que ça fait encore plus de peine que des hommes politiques comme par exemple Donald Trump osent dire de Bruxelles et de Molenbeek qu'il s'agit d'un hellhole, donc on va dire un trou à rats, le trou de l'enfer pour le dire littéralement? You go to Brussels. I was in Brussels a long time ago, 20 years ago. So beautiful, everything's so beautiful. It's like living in a hellhole right now. Est-ce que toi, ça te fait pas encore plus de peine que des personnalités aussi connues puissent critiquer Molenbeek sans n'y avoir peut-être jamais mis les pieds ou très 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 rarement? Ça me fait pas de la peine, mais ça me prouve que ces gens-là n'ont pas de cerveau.
Ces gens-là réfléchissent pas. Ces gens-là se disent haut placés, mais ils ne le sont pas. Parce qu'avant de parler de quelque chose ou de quelqu'un, il faut voir comment cette personne est ou comment ce quartier est, comment ce quartier fonctionne, quelles sont les cultures de ce quartier. Et quand les gens ne veulent pas s'intéresser, mais ils veulent juste parler pour faire la une des médias, ces gens-là, ils sont cons. Tu penses qu'à part Donald Trump, on va dire les gens en général, ceux qui critiquent Molenbeek sans le connaître? Ben oui, bien sûr, ils n'ont jamais mis les pieds à Molenbeek, ils ne savent pas ce que c'est Molenbeek. Pas du tout, parce que moi, les gens qui étaient un peu même en mode j'ai Molenbeek, j'ai pas peur, viens avec moi, on va aller, on va manger à Molenbeek, on en reparlera. Et? Je te promets qu'ils ont aimé. Ouais? Ouais, frérot, chaussettes gants, les magasins, bonne nourriture, promis, frérot, ils ont aimé. Et puis, c'est à moi de dire, alors, c'est une leçon. C'est une leçon. Est-ce que, Je t'ai emmené manger, mais en même temps, je t'ai donné une leçon. est-ce que toi, quand tu vois ça, tu te dis pas, bah, tiens, il faudrait peut-être faire quelque chose pour Molenbeek, que ce soit d'un point de vue social ou cinématographique ou musical, mais quelque chose qui rende, on va dire, sa splendeur à Molenbeek? J'aurais bien aimé, mais malheureusement, ça suit pas. Non? Non, ça suit pas. Tu penses que les gens sont désolidarisés à Molenbeek? Ouais, les gens, ils veulent. C'est encore trop sensible. C'est encore trop un sujet tabou. C'est encore trop récent pour que les gens se familiarisent. Tu vois ce que je veux dire? Après, maintenant, chez nous, on est devenu beaucoup plus soudés. Et il y a des gens qui ont appris à connaître Molenbeek et qui ont une meilleure image sur Molenbeek. Mais il y a toujours cette partie-là de. Non, Molenbeek, c'est. Après, on leur laisse le temps, easy. Nous, on a essayé. Maintenant, à vous, on a le temps. Bah, d'ailleurs, en parlant aussi de Molenbeek, tu disais dans une interview au micro du média B-Event TV, si je me rappelle bien, en avril 2007, et je te cite, on ne va pas trouver de job aussi facilement là d'où on vient. Est-ce que tu peux préciser ce que tu as voulu dire? Ce que j'ai voulu dire, c'est que faut pas se voiler la face. Malheureusement, moi, j'ai eu la chance de jouer dans un film, de devenir un peu connu. Donc j'ai cette facilité de faire des contacts et que les gens me connaissent. Si je dois aller taffer quelque part et que le boss il va taper mon nom sur Google, il va se dire ah ouais, le gars il est connu, ça peut être bien pour ma société. Mais à côté, j'ai des potes à moi que malheureusement ils sont pas acceptés pour leur nom peut-être, pour leur aspect physique. On ne sait pas, on ne saura jamais. Mais ce que Mais je pense pas que ce soit les compétences parce que j'ai des potes qui sont super bien, ils taffent bien et malheureusement. Mais ce que j'aimerais savoir, en fait, c'est en quoi le fait de venir de Molenbeek, parce que c'est ce que tu as voulu dire, que c'était là d'où tu viens, si tu parlais de Molenbeek, je suppose. En quoi le fait de venir de Molenbeek était plus un frein que le fait de venir pardon, d'une autre commune? Quand je disais de là où je viens, c'était pas vraiment que de Molenbeek, je parlais plus de la communauté, de notre communauté. La communauté arabo-musulmane? Ouais. Ok. C'est plus ça que ce soit à Anderlecht, que ce soit à Laken, que ce soit n'importe où, j'ai des amis partout. Voilà. Non, ils veulent pas. Ils veulent pas. Et est-ce que tu ressens, toi, maintenant, cette différence dans le monde du cinéma? Parce que, par exemple, il y a aussi Adil El Arbi, l'un des deux réalisateurs de Black, qui disait aussi que le monde, donc je le cite, que le monde de l'audiovisuel belge est assez blanc. Est-ce que c'est un point de vue que toi, par exemple, tu partages? C'est un point de vue que je partage, bien évidemment, mais c'est aussi le fait que, comme j'ai expliqué ça là tout à l'heure, c'est le fait que les jeunes n'osent pas. Parce qu'il n'y a pas de grande figure sur qui s'attacher. Sur qui dirait, regarde lui, il a réussi, il est comme moi, il vient de la même ville que moi, il a la même religion que moi, tout est la même. Il n'y a pas, ils n'osent pas. Ils disent c'est impossible. Tu penses qu'il faut vraiment une figure centrale, une figure de base? Une figure de base que les gens ils vont se dire, ok, si lui il l'a fait, moi aussi je vais le faire. J'ai rien de différent avec lui, donc moi aussi je peux le faire. Donc c'est pour ça que dans les écoles de cinéma, il n'y a pas autant d'Africains ou de musulmans, parce qu'ils n'osent pas. Et toi, est-ce que tu serais capable ou est-ce que tu as l'envie de prendre justement ce rôle de symbole? Bien évidemment, c'est pour ça que je taffe. Si mes potes, Adel et Bilal, aujourd'hui sont en train de faire Bad Boys 3 à Hollywood, c'est que tout est faisable. Tout. C'est des gars de Bruxelles, des gars qui ont grandi à Bruxelles et à Anvers, des gars qui sont arabo-musulmans et qui sont en train de taffer avec Will Smith et Martin Lawrence. Tout est possible. Yo, what's up? It's Bilal. Yo, what's up? It's Adil. Martin. Big Willie in the building. Et est-ce que tu penses, toi par exemple, que les acteurs, que ce soit noirs africains ou nord-africains, seront pas toujours mis de côté, mais sont quand même mis de côté?
Pas spécialement mis de côté, mais souvent casté pour les mêmes rôles. C'est-à-dire, quel genre de rôle? Je sais que tu as déjà parlé aussi d'un rôle de terroriste pour Brian de Palma. Est-ce que c'est à ça que, par exemple, tu penses? Bah oui, bien sûr. C'est-à-dire que voilà, l'arabe, malheureusement, ne sert pas qu'à jouer le terroriste. L'arabe peut jouer le flic. Tu penses que c'est à ce style de rôle que maintenant on va cantonner les Arabes? Ouais, j'ai eu peut-être 4-5 demandes, moi. 6, facile. Et tu les as toutes refusées? Tous. D'accord. Ça m'intéresse pas. J'en ai fait un où c'est une toute autre histoire. C'est encore un autre délire, mais faire un terroriste pour jouer un terroriste, pourquoi? Je vais me griller. Je vais griller ma carte. Après, on va me catégoriser que dans ça. On a besoin d'un terroriste, tiens, il est là. Non, frère, moi je joue plein de trucs. Plein de trucs, donnez-moi des challenges, je joue. Et puis tu trouves peut-être aussi que c'est insultant vis-à-vis de la communauté arabo-musulmane? Ah oui, bien sûr, je vais pas retourner, c'est pas vraiment retourner ma veste, mais je vais pas jouer des rôles dans lesquels moi-même je suis contre. Je peux pas, alors je me mets à moi-même et je fais ça pour l'argent alors. Donc alors ce que tu fais, c'est que tu défends en fait tes principes. Bah oui, bien sûr. Logique. Et tu penses pas que, enfin, tu te dis pas par exemple que c'est entre guillemets juste un rôle et qu'au final, après ce rôle, tout est fini? Une fois, oui, mais si on me le propose 5 fois, 6 fois, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est pas juste un rôle, mais c'est ta gueule ils veulent que tu joues que ça. Enfin, donc, une fois ou non, je refuse, mais on va plus me redemander, tu vois. Après, c'est tranquille, c'est tombé sur moi, mais 5, 6 fois après, frérot, on va se foutre la gueule des gens, tu vois. Ouais, donc ce que je comprends bien, c'est qu'on catégorise très vite les acteurs, bon, que ce soit noirs ou arabes. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, il y avait une interview de l'acteur français Saïd Tagmaoui au micro d'Alexandre Delperrier qui disait que lui, en fait, il résumait le fait qu'il a été aux États-Unis pour pouvoir lancer sa carrière parce qu'il trouvait qu'en France, on ne lui donnait pas assez sa chance. Parce qu'il s'appelait notamment Saïd. Est-ce que toi, par exemple, en t'appelant Baker, est-ce que pour toi, tu penses que le fait d'émigrer aux États-Unis ou autre, dans un autre pays, est-ce que tu penses qu'on peut te donner peut-être plus ta chance qu'ici en Belgique? C'est une bonne question. J'y pense. C'était une solution pour Saïd maintenant? C'est une solution qui a réussi. Effectivement. C'est quelqu'un que je respecte et c'est ce genre de figure que moi j'ai eu, Saïd Tagmaoui. Ouais. C'est quelqu'un que je suis et que je respecte énormément. Il a fait les choses bien. Il a pris son sac, il est parti, frère. Mais il faut avoir le courage. Faut avoir, sans mal parler, il faut avoir les couilles de le faire. Moi, je ne les ai pas encore. Je vais pas mentir, je vais pas faire le Rambo. Je les ai pas encore parce que si le jour où je décide de faire ça, c'est que je dis au revoir à toute ma famille, je dis au revoir à mes amis. Et après, je vais là-bas et si je réussis pas, je reviens comme un bête type. Donc... Tu as quand même cette crainte de ne pas réussir là-bas? Il y a plein d'acteurs là-bas. Il y a toujours cette crainte de... Je sais pas. Mais justement, est-ce que tu te dis pas que le fait que tu es d'origine marocaine, peut-être qu'il y a moins de personnes d'origine marocaine et que cette différence va peut-être jouer en ta faveur là-bas, alors qu'ici il y a il y a une grande immigration marocaine? C'est vrai, j'y pense, c'est vrai. Mais je suis toujours pas encore sûr parce que je pars du principe où je me dis, je vais d'abord bien tourner en Belgique, bien tourner en France, et puis le jour où je devrais aller aux États-Unis, on m'appellera. Tu me dis donc que le monde du cinéma est quand même très difficile, qu'on fait très attention aux couleurs, aux origines, etc. Est-ce que tu retrouves en fait ce côté très extrême quand même dans la vie de tous les jours ici en Belgique ou à Bruxelles? Ah ouais, logique. On va pas se voiler la face. Est-ce que pourtant en grandissant ici, malgré le fait que tu sois belge, ça a été difficile pour toi? Ouais, moi, je suis belge et marocain et des fois j'ai l'impression que ici je suis qu'un marocain. Je vais reprendre justement un de tes posts Facebook avec une femme militaire, je ne sais pas si tu vois de quoi je parle, où elle te disait apparemment retourne dans ton bled si tu n'es pas content. Ce à quoi tu as répondu je parle français, flamand, allemand et anglais, je suis plus belge que vous. Ça c'est un truc de fou, ça, ce qui m'est arrivé. Ouais, tu peux nous raconter? Bien sûr, bien évidemment. J'allais en tournage. Donc je devais aller prendre mon train. Et là, il y a 2 militaires qui viennent, un à ma gauche, une à ma droite. Et je me sens un peu oppressé. Je me sens pas bien. Pourquoi est-ce que vous venez un là, alors que le quai il est tout grand? Du coup, j'enlève mon écouteur et je demande à la femme qui est à ma droite, je demande, madame, pourquoi est-ce que vous m'encerclez? Limite, j'ai l'impression que j'étais un terroriste.
Elle me répond pas, mais elle me regarde froidement. Je repose la question et son collègue, il me dit, si t'es pas content, tu vas derrière. Déjà, c'est moi qui ai installé là, c'est vous qui venez, c'est moi qui dois partir. C'est pas possible, c'est impossible ça. Et ça bavarde, et à un moment, on monte dans le métro, je monte dans le métro, et il monte assise dans le métro, et elle arrête pas de me regarder. Mais d'un air cow-boy, et avec son collègue aussi, et ils me regardent tous, et je me sens pas bien moi. J'enlève encore mon écouteur, pourquoi tu me regardes? Qu'est-ce que t'as de plus que moi? Pourquoi tu me regardes? Et là, sa première phrase, c'est « Si t'es pas content, tu retournes dans ton bled ». J'ai réfléchi avant de répondre, parce que j'ai failli démarrer au quart de tour. Il y avait des gens, il y avait des enfants dans le métro, j'ai failli... Énervé, ouais. C'est le matin, pourquoi tu me parles comme ça, tu vois? J'ai été plus intelligent. Je lui ai dit, je parle français, allemand, néerlandais, anglais, je suis plus belge que vous, madame. Qui est le plus belge entre vous et moi? Elle m'a pas répondu. Et quand elle m'a dit ça, je lui ai répondu de cette manière-là, et je lui ai parlé en néerlandais, je lui ai parlé en allemand, et en anglais, et en français, et je lui ai dit, répondez-moi. Et elle a voulu me parler en néerlandais, je lui ai dit, non, moi je parle néerlandais, hein, pour de vrai. Ouais. Non, ça c'est pas du néerlandais, madame, il faut pas essayer de vous racheter. Et puis quand il y a des gens dans le métro qui se sont plaints, une femme m'a dit à moi, il y a mon gosse, arrêtez de crier. Je dis, je suis désolé madame, mais ça c'est les gens qui sont censés nous représenter, censés nous protéger. Et là, elle a voulu se racheter en disant, ouais mais... Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Dis-moi. Elle a essayé de se racheter en me disant, ouais mais quand je t'ai dit retourne dans ton bled ça peut être aussi ici. Je lui ai dit, non, c'est trop tard madame, tout le monde vous a entendu. Mesdames et messieurs, ceci est la Belgique malheureusement, et ceux-ci sont nos représentants de la loi. J'ai trouvé ça trop triste. J'ai pas voulu faire un scandale. Et à un moment, elle m'a dit, va te chercher un travail, on va voir ce que tu fais. Je lui ai dit, madame, si seulement vous saviez de ce que je faisais. Et je lui ai même dit, madame, je suis suivi par plus de 50 000 personnes. Je vais vous filmer, vous mettre sur Internet, ça va vous causer des problèmes. Mais malheureusement, j'ai une bonne conscience. Et je ne le fais pas, parce que j'ai pas envie de pourrir la vie des gens. Peut-être que cette militaire-là, ce matin-là, elle n'était pas dans son assiette. Alors elle a mal parlé. Tu vois, malheureusement, je pense encore bien. Et j'ai pas envie de lui dire sa vie, de lui casser sa vie, qu'on la renvoie parce qu'elle a eu des propos racistes. Je pense encore loin, je pense bien, tu vois. Mon cerveau, il travaillait bien. Comment c'est terminé alors au final? Je suis descendu de mon métro et j'ai pris mon train. En disant au revoir, madame. J'espère qu'on se recroisera un jour. T'espères vraiment? J'espère la recroiser un jour. Pour lui dire comment est-ce que vous vous sentez, madame. Moi-même, je m'y attendais pas. J'étais choqué. J'ai un ami à moi qui est flic. Je lui ai dit, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, t'as un droit, porte plainte. Je lui ai dit, ça va me rapporter rien. Tu penses réellement que ça va aboutir si tu portes plainte? C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que je vais perdre mon temps? Et tu penses que ces personnes-là, donc entre guillemets bêtes, on ne peut rien faire contre elles? On peut porter plainte. On peut leur parler. On peut leur ouvrir l'esprit. On peut leur donner un billet au Maroc. Viens, on va aller voir le Maroc. On va aller vraiment voir mon bled. Toi et moi. Après, quand on revient, on discute sur mon bled. Mais d'un point de vue judiciaire et légal, qu'est-ce qui est réellement possible de faire? Possible de porter plainte pour propos racistes. Et ça va mener où, par exemple? J'en ai aucune idée. Peut-être ça va me aboutir à quelque chose, vu que c'est une représentante de la loi et qui n'ont pas le droit de dire des choses comme ça, surtout en public, avec plein de témoins. Mais malheureusement, elle aussi, elle a des témoins, ses collègues, qui valent plus que nous, parce que c'est des représentants de la loi. Il faut savoir qu'un représentant de la loi, ils sont plus haut gradés, donc ils ont... Tu penses que leur voix valent plus que la voix de toute une rame de métro? Pas toute une rame de métro, mais dans toute la rame de métro, qui va vouloir dire j'étais là et j'ai entendu ce que madame a dit? Pas tout le monde. Il y a des gens, ils n'ont pas que ça à faire. Donc ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, on vit dans un monde où, même si d'un point de vue que ce soit juste, enfin injuste surtout parce que le racisme est toujours injuste, on ne peut rien faire face au racisme en fait. On peut toujours faire quelque chose. Toujours, il y a toujours des issues, toujours. J'aurais pu porter plainte. Que ce soit par exemple dans cette situation-là ou même dans les autres situations où tu sais très bien que ta couleur de peau, ton nom, ta religion, tes origines ne vont pas te permettre d'accéder à tel domaine ou à tel poste. Qu'est-ce qu'on peut faire face à tout ça en fait? Parce que c'est quand même dur et profond ce que tu dis. Hein. Avec toute cette interview, on se demande vraiment ce qu'on peut faire quand on est d'origine étrangère, de deuxième ou troisième génération. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense les gens qui ont cette image de nous et je sais pas, ces idées-là sur nous, je pense faudrait les inviter un jour. Faudrait
procéder d'une manière très positive. C'est-à-dire, l'exemple que j'ai donné, la militaire qui m'a dit va dans ton bled, intelligemment, j'irai avec elle au Maroc. Lui montrer c'est quoi mon pays, c'est quoi mes cultures, c'est quoi ma nature et c'est quoi mon pays ici aussi. Donc procéder intelligemment. Madame, on va aller voir mon bled. Comme ça, la prochaine fois quand vous allez dire ça à quelqu'un, vous allez penser à c'est quoi son bled. Les gens là-bas, ils sont respectueux en fait. Les gens là-bas, ils ont des valeurs, ils ont des principes. Depuis que tu es quand même assez connu depuis le film Black, est-ce que tu n'as pas reçu, comme Cécile Djounga le disait en septembre, est-ce que tu n'as pas reçu des insultes, des menaces par rapport à ta couleur de peau? Mais j'ai une explication en fait à ça. En fait, les gens qui envoient des messages, qui mettent des posts, c'est des gens très bizarres, c'est des gens qui repartent chez eux. Tu penses qu'il y a un monde d'écart entre les réseaux sociaux et ce que les gens pensent réellement? Ouais, parce que moi j'étais dans TAS et ça m'est arrivé malheureusement. J'ai eu un commentaire un peu bizarre, mais je suis quelqu'un qui me fie pas aux commentaires parce que si je dois me fier aux commentaires, je passerai toute ma vie à lire tous les commentaires et ça va me bouffer ma vie et ça va me bouffer mon crâne. Un jour j'ai lu quoi? Ils ont mis sur internet que j'étais pris dans la série TAS et j'ai lu un commentaire qui disait, en français je vais le traduire, bienvenue aux membres de l'État islamique dans TAS. C'est vrai? Ouais. J'ai lu ce commentaire, mais j'ai aimé ce commentaire. J'ai aimé et j'ai même répondu des mains, tu vois. Ouais, signe de respect, c'est marrant, c'est cool. Je l'ai pris en autodérision, tranquille, tu vois. Et après, un jour, avec TAS, ils organisent des fêtes, TAS Dak. Ouais. Avec tous les gens, les fans qui viennent voir les acteurs. Ouais. J'ai été, moi, là-bas. Et j'ai vu les vrais gens qui nous suivent. J'ai vu les vrais gens. C'est totalement différent. C'est totalement différent. C'était des gens chaleureux, des gens waouh, des gens qui kiffaient, qui nous respectaient pour ce qu'on faisait. Et quand je posais la question à mes collègues, mais c'est qui alors ces gens-là qui parlent? Qu'est-ce qu'ils me disent? C'est des gens qui ont des problèmes psychologiques, des gens qui sortent pas de chez eux, des gens qui n'ont rien à faire, des fous, tu vois. Donc c'est pas eux les vrais gens. C'est pas eux. Pour moi, ces gens-là, ils comptent pas. Je pense que c'est une minorité en fait. C'est une minorité, ouais. Bien sûr, c'est une minorité. Mais cette minorité, de plus en plus, ça devient... J'ai l'impression que les gens font passer ça pour une majorité. Alors que c'est pas vrai, c'est une minorité ça. Et bien sur ces très beaux mots qu'on va finir l'interview. Baker, merci à toi d'avoir été mon invité. Quant à vous, bande de fous, merci de nous avoir regardés. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux pour plus d'interviews accompagnées de Madrooms. À bientôt, ciao. Yo.